Dans ce nouvel épisode The Good Change, on va parler du vin avec Christophe qui est vraiment un passionné et qui a une approche très poétique sur le sujet. Moi, c'est Anthony, j'ai toujours été attiré par des projets audacieux, atypiques et créatifs et avec ce podcast, j'explore des initiatives positives pour un monde plus beau, plus sain et plus authentique. Allez, c'est parti! Eh bien, j'ai le plaisir d'être avec Christophe qui est vraiment un grand passionné de vin. Salut Christophe! Salut Anthony! Écoute, j'ai vraiment le plaisir de t'accueillir sur ce podcast. C'est une amie qui m'a parlé de toi et vraiment en discutant avec toi, je me suis rendu compte que effectivement tu vibrais le vin là. C'était vraiment ta passion. Est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu d'où c'est venu et puis aussi ce que tu fais au niveau pro parce que c'est lié au vin tout ça. Ouais, carrément. Écoute, la passion du vin est venue de quelque chose au départ peut-être pas aussi glamour que ça en a l'air. Ouais. Je suis venu par deux biais. Le premier, c'est la fête, pour être honnête. J'étais en école, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle le l'EDC à Paris. On bossait énormément, en tout cas l'équipe avec qui j'étais, et on aimait aussi beaucoup faire la fête du coup. On avait encore l'énergie pour bosser jusqu'à minuit, partir faire la fête et le lendemain être au taquet à 8 heures. Ouais, la vie d'étudiant. Exactement, exactement. Et forcément, dans ces trucs-là, moi, je fais une parenthèse, mais j'ai grandi en Auvergne, j'ai grandi à Cussé, qui est une ville à côté de Vichy, Okay. donc en plein centre de la France. J'ai grandi là, pas forcément mes origines, mais c'est là que j'ai grandi. Et donc, tout ça pour dire, quand je suis arrivé à Paris, il y avait un petit peu une forme de naïveté et je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais pris cette école post-bac parce que l'aspect entrepreneurial m'attirait beaucoup. Et après ça, je ne savais pas trop. Et je suis rentré en junior entreprise, qui est une association qui te met déjà un pied dans l'entreprise quand tu es étudiant pour faire cours. Et je suis tombé sur une personne, un ancien de l'école qui s'appelle Jacques Rouvroy. Et dans un échange sympathique, il m'a répondu. À l'époque, j'avais la vingtaine. On écrivait à des centaines de personnes pour avoir des réponses sur une étude. Quasiment personne répondait, le truc classique. Et là, j'ai Jacques Rouvroy qui ne me répond pas forcément sur l'étude, mais qui me dit « Ah, Kaczmarek, avec un nom comme ça, tu dois être polonais. » Et notre conversation est partie de là. Jacques Rouvroy est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Belvédère. Il a commencé au départ, me semble-t-il, dans la fabrication de verre. Et il a dérivé ensuite forcément dans la fabrication de vodka, classique quand tu es en Pologne. Ouais. Et ensuite dans le vin. Et je te l'ai fait con, c'était en 2005 et j'ai eu comme un déclic en réalisant, mais en fait, je peux peut-être vivre de la fête au départ. Tu vois, c'était pas forcément de ma passion du vin parce que j'étais un gamin, j'avais 20 ans, 21 ans. Je connaissais pas le vin, j'avais pas l'argent pour me payer les bons flacons. Donc, j'ai un peu mis les pieds comme ça. Et de fil en aiguille, ça s'est enchaîné. L'année d'après, je suis rentré au Repère de Bacchus comme vacataire, on appelait ça, donc travail, boulot d'étudiant. Donc, au départ, tu arrives et tu fais les papiers cadeaux, parce que tu connais rien au vin, donc tu peux pas vraiment conseiller les clients. Tu touches les bouteilles, mais pour les emballer, quoi. Voilà, exactement. Tu t'emballes les bouteilles, t'emballes les cadeaux. Tu es là pour la fête des pères, la Saint-Patrick, la fête des mères, enfin bon, bref, tous ces événements, les week-ends, certains soirs. Et j'ai mis un pied comme ça dans cette cave. C'est parti de là, en fait, cette passion du vin. Je suis devenu vraiment fou de vin à partir de là. J'ai rencontré notamment quelqu'un qui est devenu un ami, Paolo Bucanova, qui à l'époque m'a recruté au Repère de Bacchus. Il était caviste, il était responsable des vacataires, et aujourd'hui, c'est lui qui fait la sélection du Repère de Bacchus. C'est le patron commercial et achat du Repère de Bacchus. Donc c'est rigolo de voir un peu le cheminement et comment cette passion du vin m'a accompagné, quoi. Et du coup, donc ouais, c'est parce que tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement que effectivement tu vis vin, tu manges vin, tu dors vin, et j'ai l'impression que tu as aussi toute une philosophie. En fait, tu es limite habité aussi par ce produit, ce breuvage. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, je sais pas comment ça se traduit, en fait, peut-être même un peu ton quotidien, puis comment tu nourris cette passion au fil du temps et comment ça a grandi tout ça? Eh bien, écoute, c'est une philosophie de vie, en effet, parce que je vais citer
deux grands personnages, enfin pour moi en tout cas, surtout un éminent personnage, François Rabelais, mais Hemingway a dit une phrase similaire, bien après évidemment, 400 ans plus tard, Ouais. a dit que le vin est la chose la plus civilisée au monde. Et je pense que c'est un gros moteur, c'est-à-dire que c'est plus que ce que je disais au début quand j'avais la vingtaine, faire la fête, etc. Ça a pris une toute autre dimension. Mais normal, j'ai grandi, j'ai 36 ans aujourd'hui, quand même, ça fait un petit moment. Le vin participe je pense, fait partie d'une forme d'humanisme, en fait. C'est comme ça, moi, que je le vois. Et j'essaie d'appuyer toute ma vie, en tout cas, sur cette valeur-là. Je dis bien j'essaie, je prétends pas être un humaniste, je suis quand même marchand de vin, donc dans un système capitaliste, mais en tout cas, moi, la valeur qui me tire, et parfois me fait mal quand je me confronte à la froideur des affaires, c'est l'humanisme, clairement. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui amène sur la philosophie, le fait de se questionner la vie. Et moi, la manière dont j'y réponds, effectivement, c'est par le vin. J'ai voulu mettre tout autour de ça. Parce que le vin, c'est pas juste une bouteille avec de l'alcool dedans. Oui, il y a la molécule d'alcool. Ok, super, on est au courant. Mais le vin, c'est fait à base de raisin. Le raisin vient de vignes. Les vignes sont ancrées dans un territoire. Un territoire qui a une histoire. Et toute l'histoire viticole française repose sur quand même un truc extraordinaire qui est la Rome antique. En deux mots, la Rome antique. Les Romains qui sont arrivés à Massilia, aujourd'hui Marseille, et qu'on commençait à planter de la vigne par là, et qu'on développait en fait sur l'ensemble de la France. Et quand tu regardes où est plantée la vigne, elle est plantée au bord des fleuves. Donc on parle du Rhône, on parle de la Loire. C'est tout simplement parce que c'était les canaux de communication. On naviguait par les voies fluviales et on plantait la vigne en fait là où on s'arrêtait, quoi, de manière un peu pratique. Ensuite, ça a pris une dimension énorme en France avec les moines cisterciens, à peu près 11e, 12e siècle, par là, me semble-t-il. Et là, ça a pris une dimension énorme avec la définition des terroirs, et ça a pris des centaines d'années, quoi, à définir des terroirs. Moi, c'est ce que je trouve magique, c'est qu'en fait, une graine se plante, les Romains arrivent à Massilia, le vin est une commodité, c'est une boisson, c'est un aliment, parmi d'autres. Et petit à petit, dans l'histoire, en 3000 ans d'histoire, on a un truc extraordinaire et on a là où on est aujourd'hui avec des vins fantastiques, avec des mondes du vin assez segmentés que moi, j'essaye de rassembler dans mon travail. Et aujourd'hui, il y a pas mal de segmentation dans le monde du vin. On a parlé aussi un peu tout à l'heure hors antenne de comment je vais dire ça, de vin conventionnel et de vin nature. Et c'est un peu ça. Moi, j'essaie de rassembler ces deux mondes. Je t'ai dit, attends, je digresse beaucoup, donc faut me recadrer. Ah, mais c'est parfait, non, c'est très bien. Alors, du coup, parce qu'en fait, donc, je comprends effectivement toute la démarche, mais alors, moi, j'aurais envie de te dire, est-ce que ce côté civilisé et tout, il pourrait pas se faire avec d'autres produits? Alors, je dis n'importe quoi, tu vois, des fruits ou des fromages, choses comme ça, parce qu'il y a un côté aussi local, terroir. Qu'est-ce qui, pour toi, donne un supplément, presque un supplément d'âme au vin qui a peut-être moins dans d'autres productions, en fait, agricoles? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est très juste. Il y a plusieurs choses pour moi. Le vin, ça implique plusieurs choses. Ça implique la transmission du savoir. Et je ne parle pas que du savoir agricole, parce qu'effectivement, le savoir agricole peut se transmettre aussi dans d'autres métiers. Je veux dire, il y a un savoir-faire de la pomme de terre. Je suis bien placé pour le savoir. Mon parrain est agriculteur. Il produit des pommes de terre. Donc, il y a une vraie dimension aussi de terroir, de sélection, en fait. Comme on sélectionne les cépages, on a une sélection en fait, de la variété de pommes de terre, etc., etc. Et des goûts très différents, des textures différentes, des chairs différentes. Enfin, c'est assez intéressant. En revanche, ce qu'il y a dans le vin, en supplément, tu n'as pas forcément la pomme de terre, c'est qu'une bouteille de vin, ça se partage. C'est associé à l'art de la table de manière très forte et ça se partage. Et comme il y a une dimension alcoolique, il y a de l'alcool dedans, on a cette transmission, cet enseignement entre père et fils, mère et fille, mère et fils, etc. En fait, au sein de la famille même. On apprend, en fait, on éduque l'enfant déjà très tôt dans l'art de la table à boire, en fait, à déguster d'abord d'ailleurs. J'ai à boire, mais c'est de la dégustation. On apprend en fait ce premier pas. Il y a la deuxième chose, c'est un truc dont on n'a pas le droit de parler avec la loi E20, mais qui est pourtant là, c'est l'ivresse.
Et moi, je l'associe l'ivresse aussi à la poésie et à la fameux poème de Baudelaire que, j'allais dire, tout le monde connaît, mais on va dire, beaucoup de gens connaissent, qui parle d'ivresse, justement, et qui dit enivrez-vous. Quand il dit enivrez-vous, il ne parle pas juste de. Il ne s'agit pas de se bourrer la gueule, ça n'a rien à voir. Il s'agit en fait d'entrer dans un état second, d'entrer dans une autre dimension, de se sortir de soi-même. Et on peut le faire par le vin, mais aussi on peut le faire aussi par la musique, la poésie, la vertu, lui aussi. Dit ça, je pense qu'à notre époque, ce serait pas mal de le rappeler. Ouais. Et c'est une dimension, moi, que j'aime aussi avec le vin. Et l'impression, j'aime bien dire ça, mais c'est vraiment un truc que moi, en tout cas, je ressens. Je pense que le vin a un pouvoir magique qui est de ralentir le temps. Et autour d'une bouteille de vin, le temps se ralentit. On prend le temps d'échanger et aussi on devient justement un peu. On sort des choses de soi. In vino veritas, quoi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est latin, c'est vieux comme le monde, ça aussi. Donc, il y a cette dimension-là. Elle existe peut-être ailleurs, mais moi, je la connais pas ailleurs. Donc, j'aime ce côté-là. Après, il y a plein d'autres choses. On peut parler de culture, il y a le sang du Christ, quand même. C'est quand même la symbolique qu'il y a autour de ça. Je ne suis pas croyant, mais je suis quand même de culture catholique. Déjà parce que je suis d'origine polonaise, je n'ai pas le choix. Et ensuite, parce que j'ai grandi en France. Donc, il y a quand même ça, c'est très fort. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'enchevêtrent et même des choses dont je n'ai pas forcément conscience ou sur lesquelles je n'ai pas forcément réfléchi. Je pense que si, là je te parle très spontanément, mais si je devais réfléchir sur qu'est-ce qu'il y a le vin de plus civilisé que d'autres choses, d'autres produits ou d'autres formes d'art, je pense que je trouverai encore d'autres choses. Là, c'est ce qui me vient spontanément comme ça. Ouais. Mais c'est en tout cas hyper intéressant, effectivement, d'avoir cette prise de recul sur tout ce qui est généré autour du vin. Puis effectivement, quand on est rentré on passe un bon moment, le temps s'arrête. Ça nous met aussi dans un autre état, un peu presque un état un peu intermédiaire, et il se crée des choses, soit effectivement rentrer dans le truc de l'ivresse extrême et garder le côté effectivement poétique de l'ivresse et pas le passer la ligne rouge, quoi. Exactement. Même si certains philosophes, je crois que c'est Deleuze, si je ne dis pas de bêtises, aimait pousser l'ivresse, lui, jusqu'au bout, justement, dans un état presque d'oubli total, quoi, de soi. Et il aimait s'assommer, en fait. Et je sais, j'aurais pas t'expliquer plus que ça, mais je sais qu'il l'a dit, et c'est une phrase qui me plaît assez quand cette ivresse, ou quand on passe un certain cap où on s'oublie, quoi. Donc ça, c'est un autre pouvoir magique que moi, je n'utilise pas. je me contente de ralentir le temps, je trouve que c'est déjà pas mal. On invite ceux qui veulent aller plus loin à se renseigner sur cette approche et sur Deleuze. Et donc, du coup, toi, cette passion, elle t'anime tous les jours. Et c'est vrai que moi, j'en parle aussi sur la chaîne, d'être entrepreneur, d'être passionné et tout. Et toi, en fait, c'est quelque chose que tu as combiné, vraiment le côté passion et l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire un peu, du coup, comment ça se concrétise, comment ça se caractérise, comment tu le vis au quotidien, le fait d'entreprendre un domaine qui te plaît? J'imagine que ça te donne de l'énergie, ça te donne des idées. Comment tu combines ça? Comment tu le vis, côté passion et entrepreneuriat? Oui, en fait, je pense que je dirais deux choses. C'est le vin qui m'a emmené à l'entrepreneuriat et pas l'inverse. J'avais envie d'entreprendre puisque j'ai fait l'EDC pour ça. Donc l'EDC s'appelle aujourd'hui l'école des dirigeants et créateurs d'entreprise. Il y a vraiment une dimension forte sur cet aspect-là. Moi, je suis rentré dans cette école pour ça. Et donc, je pense que j'avais toujours cette dimension entrepreneuriale qui était forte, qui était avec moi. Je ne savais pas forcément comment j'allais l'appliquer et sur quoi. Je tombe sur le vin, sur le fait de me dire, mais en fait, je peux en faire ma vie de ça. Je deviens fou de vin en mettant le pied au repère de Bacchus, entouré de 1000 bouteilles, littéralement, 1000 références, et à me dire, waouh, ce monde-là est incroyablement riche. Là, il y a comme une chimie qui se crée, tu sais, qui me dépasse. Je parle avec le recul de l'époque. À cette époque-là, je ne me dis pas du tout ça. Je ne sais pas où je mets les pieds, j'avance, j'aime ce monde-là, j'y vais à fond et je découvre. Et donc ça, c'était il y a presque 15 ans maintenant. Et en fait, tout le cheminement entre-temps, c'est que je me suis dit, j'avais une ligne directrice, c'était le vin, je voulais absolument travailler dans le vin. Donc j'ai été caviste au repère de Bacchus, justement. J'ai travaillé de manière assez courte au domaine Paul Mas,
5 mois en vrai, 8 mois sur le CV, parce que c'est un recruteur qui m'a dit qu'il fallait que je comble la période où je faisais rien. Donc mon CV, je marquais 8 mois, mais en fait, j'ai fait que 5 mois. Le petit tips. Non, je peux vite le recul parce que je cherche plus de job, donc tout va bien. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ensuite, j'ai bossé chez Castel, qui est le plus gros producteur quand même de vin français au monde et le plus gros producteur de vin tout confondu en Europe et en France. Donc, c'est un groupe énorme qui m'a appris beaucoup de choses. C'était très intéressant aussi de travailler. J'ai travaillé quasiment 4 ans pour ce groupe, cette famille. Et puis, ensuite, j'ai lancé l'entreprise dont je m'occupe aujourd'hui, la première, Coq au vin, en partant de Nouvelle-Zélande. Pareil, Nouvelle-Zélande, aventure vinique. J'ai tenu un bar à vin là-bas. Donc, dans le bar à vin la nuit et le jour sur Coq au vin. C'était parfait. Ah ouais. Aussi. Ouais, c'était cool. Je dormais quand même, hein, mais pas beaucoup, ouais, je pense. Donc, mais bon, ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Et voilà un peu le cheminement. Et ça, je suis parti, quand je suis parti en Nouvelle-Zélande et que j'ai créé Coq au vin, qui est donc une agence qui représente 12 vignerons qui respectent le vivant. C'est comme ça que je mets en avant. Donc, ça veut dire quoi? Certains sont certifiés bio, d'autres sont certifiés en biodynamie, d'autres ne sont pas certifiés, mais n'utilisent tout simplement aucun intrant depuis 50 ans. Donc, c'est une agriculture qui respecte vraiment, quand je dis le vivant, c'est la terre, c'est les animaux, donc la faune, la flore, et aussi l'être humain. C'est-à-dire qu'on peut manger bio et être un sociopathe. Moi, j'en veux pas de ça. Et moi, je veux des gens qui ont une dimension justement humaniste. Et on en revient à ça. Et avec cette idée de respect de ce qu'il y a autour de nous, en fait. Et qu'il n'y ait pas de hiérarchie, il n'y a pas d'échelle. Enfin, d'échelle, il y en a peut-être, mais de hiérarchie, il n'y en a pas. Le vivant, c'est le vivant. Donc, il y a un respect, en fait, à donner qui est unanime, quoi. Yes. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est Coq au vin. Et ensuite, à force de travailler dans Coq au vin, donc, j'ai créé ça en 2015, j'en vis plus difficilement dans cette période. Un petit peu particulière, n'est-ce pas? Écoute, moi, j'ai vu 2020, je me suis dit, ça va être une année incroyable. Tu sais, je me suis justement, une dimension poétique. C'est 2 fois 20, c'est 20-20, c'est notre année, quoi. Tu vois, ça ouais. Eh ben, écoute, je vais essayer de vite l'oublier. Je vais passer à autre chose. Donc, ouais, non, mais tu vois, la passion, je la vois même dans les chiffres, tu vois, c'est vraiment le truc. Ouais, en subliminal. On va jusque-là. Et donc, la passion, tu vois, je la vis vraiment comme ça. J'ai créé cette agence. Je ne me suis jamais dit, je vais être agent. C'est juste que je me suis dit, comment est-ce que je peux être au service du vin qui respecte le vivant? Comment est-ce que je peux être au service de ces vignerons qui font un travail extraordinaire, qu'on par-dessus la tête de bureaucratie, de travail à la vigne, de travail au chai, de travail commercial. Enfin, ils doivent tout faire, quoi. C'est assez dingue, avec des marges qui sont quand même faibles dans le vin, même si c'est considéré comme un produit de luxe, entre le prix de vente, qui prend en compte bien sûr le coût de revient, etc., le prix de vente aux professionnels d'un vigneron jusqu'au consommateur final. Et il y a plein de coûts qui ne reviennent pas du tout dans la poche du vigneron. Il y a le transport, il y a la marge du distributeur, et ensuite il y a la TVA, qui est 20%, c'est quand même énorme. Donc, c'est important de dire ça. Juste pour savoir, par exemple, sur une bouteille qu'on achète, je sais pas, dans un magasin un peu classique, pour faire un chiffre rond à une dizaine d'euros, il revient combien globalement au producteur, au vigneron? Je dirais que tout dépend du circuit de distribution. De manière, il y a 2 grands circuits. Quand tu travailles vraiment justement dans le respect du vivant, que tu fais pas beaucoup de quantité, et donc tu as des circuits de distribution indépendants, de manière générale, ou plus petits en tout cas. Une bouteille qui est à 10 euros TTC pour un consommateur final, comme pour utiliser un terme un peu brut, est entre 4 euros max, ouais, dans les 4 euros hors taxe vendus par un vigneron, c'est ça à peu près, 4 euros. Sachant que le coût de production d'une bouteille de vin, tout dépend bien sûr, après il y a plein de choses à prendre en compte, mais ce sera jamais moins de 2 euros, quoi. C'est impossible, surtout pas en bio ou en biodynamie, là, tu es dans des coûts, le vigneron, tu vois un peu l'ambiance, il va faire aller 1 euro ou 2 sur une bouteille, sachant qu'il va faire 3000 bouteilles par exemple de cette cuvée, bon, ça fait 6000 euros. Bon, on n'est quand même pas dans des chiffres qui sont impressionnants. En grande distribution, c'est différent. Une bouteille à 10 euros TTC, les marges sont plus faibles. D'ailleurs, tu n'en as pas beaucoup des bouteilles à 10 euros TTC. La majorité des bouteilles vendues en grande distribution, en tout cas, ça c'est des chiffres officiels, la moyenne, elle est à moins de 5 euros TTC. Ok. Ah ouais. TTC.
Ouais, ouais. Donc là, les coûts de production, tu es dans les 2 euros, quoi. 2,50 € max. Ok, Après, ok. voilà. Donc, c'est intéressant de voir, de comparer aussi les. Quand je dis GD, c'est grande distribution. Donc voilà. Les circuits de distribution ne sont pas les mêmes. Donc, la manière de fonctionner n'est pas forcément la même et on ne recherche pas les mêmes produits. Donc, ça, c'est aussi important. Mais dans le vin, il y a une vérité générale. Les marges ne sont pas très élevées. Et même pour un distributeur, les marges ne sont pas très élevées. Contrairement aux spiritueux, par exemple, où les marges sont beaucoup plus élevées. Ou même la bière, parce qu'il y a tellement de volume que le producteur va faire plus de marge. Ok. Et alors, du coup, toi, par rapport à ton métier, en fait, c'est quoi? C'est que tu vas toi-même identifier des gens avec qui tu as envie de travailler, tu vas après proposer à d'autres réseaux distributeurs. C'est quoi finalement le métier, si tu pouvais le résumer, celui de marchand de vin, comment ça fonctionne? Oui, alors en fait, j'ai plusieurs facettes. C'est-à-dire qu'il y a la première facette qui est Coq au Vin, qui est l'agence. Et là, en fait, la manière dont ça s'est fait, ça s'est un peu construit sur des amitiés. Je représente que 12 vignerons, c'est vraiment pas grand-chose français. J'en ai 3 étrangers aussi, je travaille avec 3 étrangers. Et c'est la sélection de ces producteurs français, c'est fait par le goût, déjà. Ça, c'était la première porte d'entrée. J'ai aimé les vins. Voilà. J'ai aimé, j'ai senti des choses, il y avait une vibration, une manière de faire. Ça, c'est très important. Le goût. Le respect, ça c'est très important du vivant, je le redis encore parce que c'est vraiment mon leitmotiv. Et le troisième point, il faut que je m'entende avec la personne, il faut que ça passe, le courant. Donc ça c'est de la chimie, quoi. Mais souvent, si on est sur la même longueur d'onde d'un point de vue gustatif, la même longueur d'onde sur la manière de bosser, la philosophie de vie, on sait qu'à peu près on sera capable de passer une bonne soirée ensemble ou un bon déjeuner ensemble et de s'entendre sur la durée. Aujourd'hui, les 12 vignerons que je représente, c'est ça, c'est devenu des amis, quoi, en fait, franchement. Ouais, c'est des rencontres coup de cœur, aussi bien sur le vin que sur le bonhomme, j'ai envie de dire, sur la Oui, personne. non, mais c'est ça, exactement. Et Le bonhomme ou la bonne femme. d'ailleurs, justement, j'allais Avec dire ça, en fait, Oui. que t'as Non, non, mais du coup, en proportion, il y a il y a peu de femmes, j'imagine, ou c'est en train de changer aussi dans ce domaine? bah, étant donné que c'est souvent des familles, donc c'est des couples d'hommes et de femmes, donc il y a souvent les deux. Il y a les deux, ouais, en fait, vraiment les deux. Après, tu vois, je te donne un exemple. Je travaille avec le Champagne Lacourte Godebillon. C'est vraiment les deux, mais c'est Géraldine Lacourte. Donc, c'est sa propriété, tu vois, dans Lacourte Godebillon. Pareil, je travaille avec le Champagne Marie Copinet, et c'est Marie Copinet, de son nom de jeune fille, et aujourd'hui Marie Copinet Coval, du nom de son mari. Donc là, c'est une alliance aussi. Ils avaient tous les deux des terres, et en fait, dans le mariage, finalement, ils travaillent ensemble, mais c'est Marie Copinet, Champagne Marie Copinet, et c'est bien Marie Copinet qu'on peut voir et qu'elle a. Yes. C'est des choses. Et je travaille avec Sylvie Spielmann aussi en Alsace, domaine Sylvie Spielmann. Enfin, tu vois, voilà, là, c'est vraiment des vignerons. Après, moi, j'ai pas cherché à faire de la parité. Ça se fait naturellement, en fait. Ouais. Je laisse un peu faire, tu vois, la chimie, quoi. J'ai pas voulu poser un truc rationnel, en fait. Donc, naturellement, il y a des femmes normales, puisqu'en fait, il y a de plus en plus de femmes vigneronnes, et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Ouais. Et alors, donc ça, c'est la partie un peu, on va dire, le sourcing, les produits. Oui. Et après, sur l'autre partie, sur la distribution, après, pareil, tu as un réseau de gens avec qui tu travailles, c'est des boutiques spécifiques, ça change régulièrement. Comment ça Alors, se en fait, donc du coup, je t'ai dit, j'ai Coq au Vin, qui est la première entreprise, et naturellement, j'ai créé une seconde société qui s'appelle French Beaches, qui est une société de négoce. Donc, c'est vraiment dans le prolongement de Coq au Vin, tout est lié. C'est pas segmenté. En fait, avec French Beaches, je travaille avec des vignerons que je représente dans Coq au Vin. Je travaille avec des vignerons qui ne sont pas forcément représentés par Coq au Vin, mais qui sont des amis et qui sont de toute façon là et à qui j'essaie de donner des coups de main en dehors même de l'agence. Pas aussi approfondi qu'avec l'agence, bien sûr, mais je donne des coups de main. Moi, j'essaie de donner des coups de main à tous les gens que j'aime. De toute façon, il n'y a pas de prix là-dessus. Et French Beaches est né un peu de ça, de cette idée de commencer à collaborer avec des copains et faire des cuvées. Et donc, je parle de ce lien pour répondre à ta question parce qu'en fait, dans ma recherche de distribution, du coup, je m'appuie sur Coq au Vin beaucoup pour développer French Beaches. Et aussi dans le développement de French Beaches, il y a certains importateurs de grossistes qui vont vouloir travailler avec Coq au Vin parce qu'en fait, ils vont vouloir travailler avec Christophe Ketchmarek, la personne qu'il y a derrière.
et ils veulent un peu comprendre tout le cheminement, qu'est-ce qui se passe. Et moi, je leur présente, écoutez, voilà mes activités. J'avoue, je fais pas mal de choses. Donc, il y a l'agence, il y a la production de vin. Mais finalement, tout est lié, c'est rattaché à ma personne. C'est moi l'impulsion de ça. Et après, on travaille avec plein de monde et il y a plein de possibilités. Des choses avec des étiquettes plus sérieuses, des choses avec des étiquettes délirantes qui sortent de ma tête, comme des chats propulsés dans l'espace. Ça, c'est ma collection qui s'appelle la collection CAT. etc. CAT. Voilà, la collection Friend Beaches, c'est plus... il y a un peu plus de sexiness, comme on dit. Il y a un peu plus une connotation beaucoup plus plage, évidemment, les plages françaises. Donc, il y a cette dimension-là. Et moi, en fait, quand j'arrive et que je parle à un distributeur, finalement, j'offre un peu toutes ces possibilités quand je vais à l'export. En France, c'est un peu différent. En France, je travaille pas tellement les vins de coq au vin, sauf quand vraiment j'ai un caviste qui va me dire « mais ça m'intéresse vachement, tu peux m'en parler plus ?» Donc, je vais en parler et je vais mettre le vigneron en relation avec le caviste ou le restaurateur. Mais là, je ne m'occupe plus de rien, c'est de l'amitié. C'est de l'amour même, à ce stade. Et par contre, sur les vins que j'ai en propre, mes propres marques, mon négoce, là où je fais les assemblages, ou là où parfois je ne fais pas d'assemblage, mais où on travaille main dans la main avec le vigneron, c'est lui qui fait le vin, mais il m'appelle, tu veux plutôt quoi, tu veux qu'on fasse comment, de cette manière, un élevage comment, etc. Comment tu vois les choses, etc. Donc là, c'est très enrichissant pour moi, cette partie-là aussi. Là, oui, je fais un gros boulot sur les cavistes français, la restauration française, les bars à vin, pour pouvoir connaître un peu mon travail c'est un peu long, mais j'ai écrit un truc là-dessus sur LinkedIn, on peut le voir, ça s'appelle créer un pont entre les mondes du vin, où j'explique ma démarche en fait à travers mon négoce, ma production, ce que j'essaie de faire. Et là, en résumé, j'essaie de créer un pont entre les vins qui sont achetés pour des raisons de prix, parce que voilà, on a 5 € pour une bouteille, donc on réfléchit pas. Si c'est bio, c'est top, mais si ça peut pas l'être, et souvent à 5 € ça peut pas l'être, j'achète quand même. Et faire le pont entre les gens qui réfléchissent comme ça, parce qu'on n'a pas forcément le choix au niveau du portefeuille, et les gens qui réfléchissent en disant moi je ne bois un vin que si la personne a pris en compte la dimension environnementale, que si elle ne met pas d'additifs dans le vin, pas de saloperie dans le vin, c'est-à-dire que c'est du jus de raisin fermenté, point barre, peut-être un peu de soufre, qui, contrairement à aussi, il y a des grandes discussions sur le soufre. Je fais une parenthèse rapide, mais le soufre n'est pas mauvais, c'est une question de dosage aussi. C'est sûr que si on met beaucoup de soufre, on va se faire mal à la tête, on va se faire mal au foie, et puis surtout, on ne va pas bien goûter le vin. On va zombifier le vin. Mais mettre 0 soufre, si on n'a pas des raisins impeccables, si on n'est pas un Léonard de Vinci de la vigne et du chai, on peut avoir des déviances qui sont pires qu'une note de soufre. Et c'est des déviances naturelles. On va avoir des bactéries naturelles. Je ne sais plus qui c'est qui m'a parlé. La cadavérine. Je n'ai pas besoin de dire rien que le nom de la cadavérine, ça n'inspire pas beaucoup. Tu vois, quand tu as ça naturel dans un pinard, tu vaut mieux mettre une goutte de soufre que ça t'anesthésie le truc, même légèrement, et que tu n'as pas de cadavérine. Tu vois. Bon, bref, ça c'est aussi un grand débat là-dessus, mais en tout cas, j'essaie de créer ce pont entre les mondes du vin. Moi, je bois plutôt bien sûr des vins nature, et donc emmener les gens. Comment on fait pour emmener les gens dans cette direction et sans cloisonner, sans d'entre-soi, quoi. Essayer de casser l'entre-soi qu'il peut y avoir dans chaque strate entre ces vins à 5 € qui sont achetés pour le prix et ces vins nature qui sont achetés pour une philosophie de vie. Comment est-ce qu'on arrive en fait à rassembler ces mondes-là? C'est ça qui m'intéresse. Et alors du coup, parce que moi je me pose une question en tant que consommateur qui va peut-être intéresser d'autres gens, j'imagine que tu t'attends à la question, mais c'est quoi un peu les différences entre ce qui est vin nature, vin bio, vin biodynamie, il y a plein de labels, etc. Comment on s'y retrouve dans tout ça en tant que consommateur? Un tableau a été fait, une pyramide que je trouve vraiment géniale. Il faut que je retrouve ça, qu'on va peut-être mettre dans le lien du coup, qui s'appelle, je sais plus, je crois que c'est sur vin-naturel.fr, il faudrait voir, mais c'est une pyramide qui t'explique en fait les différences entre vin dit conventionnel et ça t'emmène jusqu'au vin nature. Et en fait, la première strate qui est tout en bas de la pyramide, en fait, elle est en bas de la pyramide parce qu'en fait, il y a tellement d'intrants que tu peux utiliser. C'est énorme, les ingrédients, en fait. Parce que je dis intrants, mais c'est donc en fait des ingrédients. Et des ingrédients
chimiques, hein, tu vois, issus de la pétrochimie, des ingrédients non naturels. Il y en a beaucoup, beaucoup. Des ingrédients naturels, il y en a aussi beaucoup, je tiens à préciser, mais il y en a aussi beaucoup de non naturels. Là, le nombre d'additifs, il est énorme, je ne sais pas combien c'est. Je crois que c'est 400, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est un truc comme ça. Tu as même des additifs comme le colorant dans le vin, quoi. Ah ouais, c'est complètement délirant. Voilà. Il y a des mecs qui utilisent des colorants. Bon, j'aimerais même pas savoir ce qu'ils utilisent d'autres. Si tu utilises du colorant pour colorer du vin qui est naturellement coloré par la peau du raisin mûr, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Il y a beaucoup de trucs qui clochent. Bon, bref, ça c'est dans le vin conventionnel, tu peux utiliser, je crois, 400 intrants. Ça ne veut pas dire que tous les vins conventionnels utilisent les intrants, attention. Hein. Mais voilà, tu as cette possibilité-là. Intrants à la vigne, exemple, glyphosate. Tu peux, alors il y a aussi beaucoup de débats là-dessus, mais tu peux balancer, tu peux en gros désherber tout ton champ de vigne, tout ton vignoble, sans problème, comme un malade, quoi. Il n'y a pas de restriction de quantité, etc. Donc, il y en a qui vont utiliser ça peut-être de manière raisonnable, mais d'autres qui vont bombarder parce qu'ils ne comprennent même pas, ils ne savent pas, ils ont une mécanique. Le vendeur de glyphosate, mettons, leur a dit voilà, il faut que tu mettes ça tous les 2 semaines. L'autre, comme ça, il vend ses bidons toutes les 2 semaines, c'est régulier, mais l'autre ne prend pas du tout en compte la nature, massacre la nature. Voilà, c'est terrible. Et ça, on peut retrouver ça dans le vin conventionnel. Mais je le redis, ça ne veut pas dire que tous les vins conventionnels sont comme ça. Hein. Moi, je ne fustige pas du tout. C'est plus complexe que ça. Il faut prendre plein de choses. Mais voilà, tu as une première strate où, en gros, tu es autorisé à utiliser 400 intrants. La deuxième strate, c'est le vin bio. Vin certifié agriculture biologique. Là, je crois que le nombre d'intrants au niveau européen, il est quand même, je crois, autour des 200. Il faudra vérifier ce que je dis parce que je ne suis pas tout à fait sûr du truc. Mais même si c'est 100, ça reste énorme. C'est énorme. Voilà. Et dans le vin biologique, voilà, par contre, tu ne peux plus utiliser de glyphosate. Ça, c'est un des points. Tu peux plus donc c'est quand même plus restrictif, mais ce n'est pas non plus 0-0, quoi. Non, ce n'est pas 0-0, mais c'est beaucoup plus restrictif. Tu ne peux pas bombarder d'insecticides et de pesticides chimiques comme ça. Ensuite, tu as la biodynamie. Là, je crois que le nombre d'intrants est vraiment limité et on n'est que sur des produits naturels. Comme je crois que tu peux mettre de la gomme arabique, par exemple. La gomme arabique, c'est un produit naturel et c'est pour créer une espèce d'harmonie au niveau gustatif, tu es sur la texture, par exemple, dans le vin, quand il y a un peu trop d'acidité, comme ça. Enfin, voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça. Sachant que quand tu es déjà en biodynamie, tu as quand même une grosse réflexion, puisque la biodynamie, pareil, il y a beaucoup de polémiques là-dessus et c'est des trucs qu'on peut faire toute une émission là-dessus et en débattre. Mais moi, je sais une chose, c'est que je suis venu à la biodynamie en tant que grand sceptique et issu d'une famille plutôt sceptique et plutôt vraiment rationnelle, science, tu vois, vraiment plutôt une famille comme ça, vraiment sur la scientifique. Je suis venu à la biodynamie par le goût. C'est-à-dire que à l'aveugle, les vins que je trouvais les meilleurs, quand on enlevait la chaussette, tu sais, du vin, il se trouvait que c'était de la biodynamie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de la biodynamie? Ça, c'était il y a 10 ans. Et ça m'a intéressé parce que les vins m'apportaient une autre dimension, quelque chose sur lequel, à l'époque, je ne savais pas mettre des mots dessus. Mais je pense que c'est une forme, c'est des vins dans lesquels il y a de l'énergie, il y a une vibration. Voilà, il se passe quelque chose. C'est tout. Après, bien sûr, pour les esprits ultra-rationnels, ils vont dire, oh là là, c'est du vin n'importe quoi. Ok, c'est comme moi quand je dis de la poésie. Ceux qui savent peut-être pas forcément, en fait, biodynamie, c'est aussi dans toute la fabrication du vin, il y a des process assez particuliers. Quoi. Oui, là, en fait, tu peux pas utiliser de chimie du tout. Et surtout, tu dois utiliser de la macération de plantes, par exemple, pour lutter contre certaines maladies. Il y a plein de choses sur les préparatifs. Moi, je suis pas un grand calé en biodynamie, donc je veux pas dire les choses à moitié. Je connais certaines préparations, mais en gros, tu prends en compte pas mal de choses, dont une chose essentielle qui sont les cycles de la Lune. Et je le redis, ça ne veut pas dire que tu as des conventionnels qui prennent en compte le cycle de la Lune, tu as des bios qui prennent en compte le cycle de la Lune, etc. Donc, tu vois, c'est plus complexe qu'on peut le voir comme ça. Mais ce que je sais, c'est que voilà, il y a une certification. La certification en biodynamie, par exemple, il y en a 2 en France, Déméter et Biodivin. Il y a des règles qui s'assurent que tu n'utilises pas, par exemple, des levures chimiques, des levures achetées, mais tu utilises des levures qui viennent de la peau de ton raisin, que tu ne nourris pas tes levures avec des enzymes, mais tu laisses faire, en fait, les levures à leur rythme. Donc, si ton vin, il met 6 mois à fermenter, il met 6 mois à fermenter, voilà, et tu l'accélères pas pour que ce soit fini en 3 semaines, etc., etc. Tu vois, il y a vraiment des règles posées. Et on sait aussi que tu ne vas pas ajouter de sucre, que tu ne vas pas ajouter d'acidifiant dans le vin, parce que ton vin, tu l'as cueilli trop tard, ton raisin, ton vin, il est mûr, il est un peu pâteau, donc tu rajoutes de l'acide tartrique. Ça, tu peux le faire.
dans le conventionnel, sans aucun problème. Tu ne peux pas le faire en biodynamie, etc. Bon, voilà. Après, ce tableau, je te l'enverrai parce qu'il est vraiment intéressant et il y a du détail, beaucoup plus que ce que je dis comme ça, là, de manière spontanée, parce que je n'ai pas tout en tête et je connais pas exactement le cahier des charges par cœur des certifications. Et ensuite, tu as 20 natures. Et là, il y a une certification qui vient d'arriver. Il y en a même deux. Je crois qu'il y en a deux en France maintenant. Et il y en a même 2 ou 3 en Italie, etc. Bon, là, il y a aussi plusieurs débats, mais en gros, le débat, il reste sur le soufre. Pourquoi ? Parce que dans le vin nature, tu as enlevé tout le reste. C'est-à-dire que dans le vin nature, ce n'est que du jus de raisin fermenté, enfin du raisin fermenté, quoi. Donc du raisin qui fermente. Point. Avec ou pas du soufre en fonction d'eau, c'est voilà. ça. Et le seul intrant qu'on t'autorise, c'est de soufre, mais sans dépasser une certaine dose. Voilà, une dose minime, quoi. Tu vois, vraiment absolument minime. Il y a différents cahiers des charges, et après, le taux de soufre, ça ne veut rien dire si on commence à parler de chiffres, mais je te donne un chiffre, par exemple. En conventionnel, tu peux très bien mettre 200 mg de soufre par litre. Bon, c'est énorme, c'est du délire. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, mais ça existe quand même. Hein, il y a des analystes qui peuvent le montrer. Et le vin nature, tu ne dois pas dépasser dans le cahier des charges, là, le dernier qui est en date, 30 mg de soufre par litre sur le dernier. Donc, tu vois la différence. Ouais, c'est pas mal. Non, mais tu vois, dans les autorisations, quoi. Donc, ouais, tu as intérêt d'être très bon dans le vin nature et de cueillir des raisins parfaits, de faire très attention à ta sélection. Enfin, voilà, c'est un travail artisanal. C'est pas du tout le même travail que des vins industriels qui aujourd'hui ont leur place et qui sont les vins les plus achetés. Donc, tu peux pas non plus demander à un industriel du vin de faire du vin nature. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'essaye dans mon processus de réflexion et d'action en tant que marchand de vin, j'essaie vraiment de créer un pont entre ces mondes du vin conventionnel, agriculture biologique, agriculture biodynamique, vin nature, ou certains qui s'inscrivent dans aucun courant, tu vois, vraiment défini, mais qui respectent, ou moins, voilà, mais qui ont leur raison. Moi, j'essaie vraiment de comprendre pourquoi et d'essayer de résoudre par la bouteille, quoi. À mon échelle, tu vois, ma petite échelle de marchand de vin, bien sûr. Moi, c'est mon rôle, il se situe à travers la vente de la bouteille de vin, à travers la bouteille de vin. C'est l'impulsion que je peux avoir, quoi. Eh ben merci en tout cas pour ce. Alors, c'était une longue synthèse. Mais pardon, c'est très long, mais je peux pas. Mais il y a tellement de choses en fait à dire là-dessus. Mais... Bah ouais, en fait, c'est ça. Il y a tellement de choses, et puis en même temps, j'ai l'impression que tu as quand même été synthétique, parce que c'est un résumé, mais en même temps qui permet de bien comprendre. Mais j'ai bien visualisé, en tout cas, c'est plus clair dans ma tête. Et du coup, bah forcément, moi, je m'intéresse à ces thématiques-là, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe. Mais est-ce que c'est quelque chose d'ultra minoritaire, le vin nature, biodynamique ou voire bio? Ça représente quelle proportion sur la consommation de vin, on va dire en France? Alors écoute, c'est une super question parce que effectivement, il y a des grandes tendances. On a l'impression que le vin nature va dominer le paysage viticole. C'est faux. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Il y a le dernier chiffre que j'ai lu, moi, qui m'a vraiment marqué, qui m'a choqué, et vient de Meininger International. C'est une revue très business du vin. C'est une revue allemande, mais qui est écrite en anglais. Elle s'adresse vraiment, voilà, c'est à une communauté internationale. Elle est très business, mais elle est vraiment intéressante parce qu'elle parle aussi du vin nature. Elle parle de plein de choses. Elle parle d'un aspect très commercial. Je la trouve assez intéressante sur ça, cette revue. Et un chiffre est sorti, là, le dernier chiffre récemment, c'est que le vin bio, en tout et pour tout, donc je ne parle même pas de nature ou biodynamie parce que c'est noyé dans ça en fait, au niveau de la consommation mondiale, représenterait 6% des vins achetés et bu dans le monde. Le vin bio représenterait 6%. Ça veut dire que 94% est ce vin conventionnel qu'on fustige et où on dit c'est une catastrophe, il tue la planète, il nous tue, etc. Ah, d'accord, mais moi j'entends 8 personnes sur 10 dire ça, que c'est pas bien, que ça tue. Alors, qui sont les 9 personnes sur 10 qui achètent ce vin? Si 8 personnes sur 10, soi-disant, en façade, tu vois, sont contre ça. Donc, c'est ça, moi aussi, que je trouve intéressant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, il y a un énorme boulot encore à faire sur tout cet aspect de respect du vivant. Mais je pense qu'on y va très, très vite. Tout le monde se pose des questions. Je veux dire, les industriels du vin ne sont pas des assassins.
Et je pense qu'il y a 2 points. Un, il y a un aspect économique. Enfin, il y a même plus que 2 points. Il y a un aspect économique qui est lié à notre monde capitalistique sur des valeurs d'argent. Donc, à un moment, c'est une question de coût et de chiffre d'affaires et d'offres et demande. À un moment, c'est bien. Si tout le monde se met au bio, mais que la demande, elle est que de 6%, il y a des entreprises qui vont crever, quoi. Donc, et il y a toute une économie et des vies, quoi, derrière. Hein. En France, c'est 800 000 personnes de manière directe et indirecte dans l'économie du vin. C'est pas rien. Et la deuxième dimension, c'est la peur. La peur de changer ses habitudes, la peur de se planter. Enfin, tu vois, tu fais partie d'une grosse maison, tu as un boss qui a un autre boss et qui a encore un autre boss, et peut-être même parfois tu as une couche tellement énorme que tu sais même pas qui est ton N+8, quoi. Donc tu dis, voilà, moi j'ai mon job, je vais rester dans les clous, tu vois, même si j'ai des convictions personnelles, bon ok, je travaille pour une boîte qui fait un certain truc, je ne vais pas trop bouger, quoi. Donc, enfin, voilà, faut pas oublier, moi je trouve, cette dimension-là. Et donc j'essaye aussi de parler à ces acteurs-là, enfin je parle à ces acteurs-là, et j'en représente aussi certains, hein, d'ailleurs, hein. J'ai aucun problème avec ça, bien sûr, c'est important. Il faut avoir un pied dedans pour pouvoir changer les choses. Et donc, du coup, de ce que tu vois au quotidien, tu sens que ça, quand même, ça évolue, parce que là on dit des 6%, mais peut-être qu'il y a 5 ou 10 ans, c'était 2%. Donc tout à fait. finalement, la progression est énorme. La progression est énorme et je pense vraiment que ça va grossir très très fort. Je crois que 25% du vignoble alsacien est certifié bio. Le Languedoc, bon, je veux dire au niveau climatique, ça devrait déjà tout être bio, la Provence aussi, et ça allait quasiment, non, mais en tout cas, ils vont dans cette direction-là, beaucoup, et même les conventionnels vont dans cette direction-là. Et parfois parce que même si les chiffres, tu vois, parlent, c'est-à-dire 94% c'est du non-bio, ou du non-biodynamique, ou du non-nature, ou du non certifié, mais voilà, bref, tu vois, avec des intrants. Tu as quand même, dans les mentalités et dans la manière de penser, tout le monde est au courant, quoi. C'est pas 94% qui est pas au courant et 6% qui est au courant. Non, tout le monde est au courant. 100% des gens sont au courant qu'il faut que ça change et que c'est en train de changer. Il y a peut-être 2 ou 3 fous furieux qui sont dans leur... qu'on ne changera jamais parce c'est leur logiciel, comme on dit, c'est un terme à la mode, une manière de penser qui ne va pas changer. Mais sincèrement, moi je le vois, tout le monde cherche à réduire l'impact. Et au-delà de réduire l'impact, respecter son environnement. Et ça ne passe pas que par les vignes, ça passe aussi par quel type de carton. Tu vois, il y a des cartons aujourd'hui qui sont en maïs, tu vois, que tu peux composter en fait. Tu peux composter ton carton avec une écriture en encre végétale, donc du coup, il n'y a pas de problème, tu peux mettre ça dans ton compost. Des bouteilles plus légères, ou des bouteilles toujours du même poids. Des bouteilles plus légères, c'est quoi? Du coup, le verre est plus fin? Oui, tu as des bouteilles de 200 grammes, par exemple. Aujourd'hui, la moyenne des bouteilles, c'est 450 grammes, je dirais, un truc comme ça. Tu as des bouteilles jusqu'à lourdes, 600, 800 grammes, vides. Hein, je parle de bouteilles, de poids de bouteilles vides, évidemment. Et tu as des bouteilles de 400 grammes qui restent de bouteilles 400 grammes parce qu'elles sont consignées. Vachement intéressant. Tu ne peux pas vraiment consigner des bouteilles légères parce que le verre a une mémoire et ne résisterait pas au choc dans le temps. Donc, il y a plein de questions à se poser comme ça. Quel type de papier? Du papier issu de forêts gérées de manière durable ou du papier issu de déchets? Moi, sur mes cuvées, certaines de mes cuvées, la gamme Equinox de French Beaches, j'utilise du papier qui est fait en déchets de lin, de chanvre et de canne à sucre. Hyper intéressant. Plus cher, un peu plus cher aujourd'hui parce que moins utilisé, mais plus cher, ça veut dire quoi? Ouais, ça coûte un peu plus d'argent. Mais quel est le coût, le prix par rapport à la nature, à la santé? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de prix, ça. Donc, voilà, c'est d'autres questions. On réfléchit différemment dans la manière de bosser. J'ai encore dérivé, hein, désolé. Hein. Ah non, mais c'est très bien parce qu'effectivement, ça permet de rentrer concrètement sur quelle est la réalité du moment, les évolutions, ce qui se développe. Donc, c'est intéressant de voir, ne serait-ce que sur la partie produit, comment ça évolue, sur le verre, sur le packaging, les étiquettes, etc., quoi. Oui, vraiment. Il y a plein de choses là-dessus qui évoluent. Le transport, le mode de transport. Bon, tu vois, vraiment, tout est vu, quoi. Le bouchon, quel type de bouchon, du bouchon recyclé, du bouchon naturel, mais géré aussi de manière durable, etc., etc. Est-ce qu'on rajoute tu vois de plus en plus de bouteilles sans capsule, tu sais, capsule congé, on appelle ça, la capsule qu'on met sur la bouteille. Moi, je trouve ça assez intéressant. Ça choque un peu des gens parce qu'ils trouvent ça cheap, etc. Je dis, mais attends, ce truc-là, c'est le premier truc que tu enlèves et que tu fous à la poubelle. On s'en fout, quoi. Je veux dire, en fait, à un moment, juste ne plus utiliser ça, c'est très bien, et laisser ton bouchon. Alors voilà, après, tu dis, ouais, mais comment on fait pour garder les vins? Tu peux rajouter un peu de cire. Comme ça, il n'y a pas de risque de bactéries qui viennent se poser sur le bouchon si tu veux garder ton vin 10 ou 20 ans. Ce qui se fait de moins en moins. Moi, je garde des vins pendant 10-20 ans, mais je veux dire, la majorité des vins ne sont pas des vins de garde. Hein. Il faut quand même avoir conscience de ça. Yes.
Ok, bon bah écoute, c'est hyper intéressant. On a fait, je pense, vraiment bien le tour de la question. Ça doit faire quasiment 1 heure qu'on est Ah, déjà, ouais. qu'on est en roue libre. Bah merci en tout cas, Christophe, pour ce long échange hyper Oui. riche et passionné et passionnant, hein. Je pense que ça a pu se ressentir que tu es vraiment habité par le vin. On aura peut-être l'occasion de se retrouver pour approfondir une des thématiques dans le vin, parce que c'est très riche. Avec plaisir. Et puis voilà, je ne sais pas si tu avais envie de rajouter un dernier mot pour ceux qui nous écoutent. Un dernier mot, merci. Un joli mot, merci. Et bien, on va finir là-dessus. Merci Christophe et on se dit à bientôt. Oui, merci à toi Anthony, merci The Good Change. Voilà, c'est tout pour ce podcast avec Christophe, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez le retrouver sur son site coqauvin.agency notamment, et aussi sur LinkedIn et Twitter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette interview, ça me permet de m'améliorer. En attendant le prochain épisode, suivez l'actu sur Instagram, et je vous dis à bientôt. Ciao!